Mais qu'est-ce que ça prend pour faire Compostelle? Premier objet que ça te prend, ça, important, le crédentiel. Donc, ton passeport de pèlerin. Ce que ça te prend aussi, un bon sac à dos. Un bon sac à dos, c'est pas un sac à dos que tu essayes en 2 secondes dans un magasin puis que tout le monde te dit que c'était de la bonne qualité. Un bon sac à dos, c'est le sac à dos qui va aller avec ton corps, que tu vas avoir essayé très longtemps dans un magasin avec du poids dedans et où tu sens que tu as l'impression que tu n'as presque rien sur le dos. Donc, un bon sac à dos pour faire Compostelle, il n'est pas gros. Je vous dirais que un bon sac à dos pour un homme, je pense que ça va dans les 40 litres maximum. Pour les femmes, 33 environ. Le mien, c'est un 33 litres, si je me rappelle bien, un Osprey. Je fais pas de publicité ici. Je fais juste dire c'était quoi mon sac à dos. Et j'ai dû avoir une rallonge parce que je suis pas petite. J'ai dû avoir une rallonge au niveau de la ceinture pour pouvoir être confortable avec mon sac à dos parce qu'il ne s'attachait pas à la taille. Puis c'est super méga important que le sac à dos attache à la taille. Parce qu'un sac à dos, c'est pas ici. Ça, c'est juste pour retenir, rapprocher le sac à ton dos. En fait, il ne devrait pas vraiment toucher aux épaules. Il va vraiment plus à côté ici où il y a la structure pour pouvoir attacher en avant. Donc ici, ça retient le sac à dos de tomber vers l'arrière. Et le poids du sac à dos doit se retrouver sur les hanches. C'est méga important. C'est les hanches qui sont faites pour supporter le poids de ton sac à dos et non pas ton dos. Il se porte sur le dos, mais c'est les hanches qui supportent le poids. Il y a une façon aussi de remplir son sac, mettre des objets plus lourds vers le bas, collés vers le dos pour pouvoir avoir un sac qui ne va pas ballotter, qui ne va pas se promener, qui ne va pas faire des frottements inutiles. Parce que quand tu marches un mois et demi avec à tous les jours, plusieurs heures avec ton sac à dos sur le dos, tu vas voir que tu les sens, tes straps. Donc, super méga important d'essayer le sac à dos, d'aller faire plusieurs boutiques, d'aller t'informer au niveau des sortes de sacs à dos qui existent et de voir aussi le poids du sac à dos en lui-même. Parce que quand tu marches très longtemps, plus tu as de choses sur le dos, plus c'est pesant, plus c'est difficile, plus tes jambes vont fatiguer vite, plus tu risques de faire des blessures aux genoux, aux chevilles et etc., etc. Donc, super méga important que tu magasines bien ton sac à dos. Puis pour bien magasiner le sac à dos, il faut que tu demandes. Tu dois demander aux vendeurs de remplir le sac à dos de sable. Ils ont des sacs spéciaux là, pour faire ça, pour mettre du poids dans le sac à dos. Et toi, tu continues à magasiner dans le magasin. Tu vas te promener dans le magasin avec le sac à dos sur ton dos rempli, juste pour voir c'est quoi l'effet. Ça te fait quoi dans ton corps. Puis si tu sens déjà qu'il y a des points de pression, bien, soit qu'il faut ajuster différemment, soit que le sac à dos n'est pas fait pour toi. Donc, c'est très important de vérifier ça. Ensuite de ça, tu as besoin d'une bonne paire de bottes. Tu pourrais faire Compostelle en sandales, en souliers, en... J'ai vu un monsieur, 92 ans, il faisait Compostelle en gougoune. C'est sa vie. Il faisait pas plus que 10 km par jour, par exemple. Si toi, tu veux faire les étapes comme un guide, le guide va te le dire. Mettons, si tu suis un guide, bien souvent, c'est des 25-30 km par jour. Ça se fait pas avec des gougounes. Ça pourrait, là, à moins que ce soit ton... J'ai croisé un homme qui le faisait du pied. C'est une autre histoire. C'est toi qui décides comment tu fais ton Compostelle. Mais si c'est ton premier voyage puis que tu as envie de pas te blesser, ben je te suggère fortement
d'aller magasiner des bonnes bottes de marche. Parce qu'un soutien pour la cheville, c'est très important. Surtout si tu sais que tu as déjà les chevilles faibles comme moi, mettons, mais surtout si tu n'es pas habitué à faire de la marche, du trekking ou des choses comme ça, si tu n'es pas habitué de faire ça, ben c'est important que tu aies quelque chose qui va soutenir tes pieds, puis dans lequel tu vas être confortable dès le départ. Il n'y a pas d'histoire de « faut que je casse mes bottes ». Ça n'existe pas ça. Ça, c'est des blessures assurées aux pieds quand tu fais ça. Il faut que dès que tu mets la botte la première fois, puis tu magasines avec les bas que tu vas avoir, bas de mérino, s'il vous plaît, pas des bas de coton, tu vas te blesser. Des bons bas de mérino pour la marche, ça se vend souvent dans les boutiques de sport aussi, pas bien compliqué. Pas des bas de ski, des bas de marche. Des bas de marche. Parce que bas de ski, tu vas avoir chaud en petit pépère. Mais des bas de marche, c'est parfait. Tu essayes tes bottes avec ces bas-là. Et toujours essayer des bottes de marche en fin de journée. Donc, on va magasiner la botte autour du souper ou après le souper. Les pieds sont toujours un petit peu plus enflés à cause de la journée. Donc, c'est le bon moment pour essayer des bottes parce que c'est là que tu vas avoir un vrai effet de ce que ta botte va ressentir quand tes pieds vont être fatigués, vont être lourds, tu n'as pas envie d'avoir de blessures à ce moment-là. Parce que marcher avec une ampoule sur Compostelle, tu sais, marcher avec une ampoule dans la vie en général, ben tu dis, ben, je vais rester chez nous ou je vais mettre un placeur, puis bon, je marche pas trop avec, mettons, je vais m'arranger pour être plus assis. Mais là, ton voyage, c'est marcher. Marcher 5 à 6 heures par jour, minimum. Tu y penses à chaque pas. À chaque pas, elle va te revenir en pleine face, cette ampoule-là. Donc, c'est important que tu fasses le bon choix de bottes. Puis que tu marches avant d'aller à Compostelle avec. Personnellement, j'avais acheté mes bottes au mois de janvier, je pense. Janvier, février. Puis, j'ai fait toute ma préparation Compostelle physique avec mes bottes dans les pieds. Je marchais pas avec d'autres choses. J'avais toujours mes bottes dans les pieds. Dès que je commençais à marcher, j'avais mes bottes et les bas que j'allais utiliser aussi pour mon voyage. J'avais tout ça dans les pieds et je marchais avec ça. Dans le sac à dos. C'est toi qui décides quel type de contenant tu veux avoir pour pouvoir transporter ton eau. Tu sais, ce genre de gourde-là, c'est cool, mais sur un sac à dos, ça peut se promener, ça fait en sorte que le poids va être juste d'un côté. Donc, si tu as un sac à dos qui permet d'avoir un sac d'eau, c'est vraiment bien parce que ça répartit. C'est plus frais aussi dans ton dos. L'eau reste et vis-à-vis le dos. Puis, ça fait en sorte que ton poids est plus réparti pour quand tu transportes l'eau. Parce que l'eau, on oublie souvent, mais c'est la chose qui est la plus lourde que tu vas transporter dans ta journée. Donc, c'est important d'avoir le bon récipient pour la transporter. Puis oui, il y a des points d'eau pour pouvoir la remplir sur ton chemin. Donc, il faut aussi que dans le sac à dos, ça soit accessible. Mais il faut que tu te pratiques aussi. Si tu n'es pas habitué de te promener avec un camel pack, ben, c'est important que tu vérifies si tu es capable d'y réfléchir, de prendre de l'eau. C'est une autre façon, tu sais. Souvent, quand on a une gourde comme ça, ben, on va prendre un temps d'arrêt. On va sortir notre gourde. Prendre une gorgée ou deux. Remettre la gourde. Repartir. Donc là, ça dépend si tu es du genre à arrêter souvent parce qu'il faut boire régulièrement durant le chemin pour pas faire un coup de chaleur, parce qu'il fait très chaud en Espagne et c'est très sec. Donc, c'est important de s'hydrater convenablement. Alors, souvent, moi, j'ai trouvé que l'option Camel Pack était plus intéressante parce que je pouvais boire plus souvent. Donc, j'avais le truc accroché après mon sac à dos. Alors, pas besoin d'arrêter de marcher, je prends de l'eau, j'arrête, je prends de l'eau. Donc, je m'étais pratiquée avant aussi à avoir le réflexe de prendre de l'eau. Donc, en marchant, je marchais avec mon sac à dos rempli, avec mon sac d'eau rempli dedans. Puis, je me pratiquais. À tous les 10 pas, je prenais une gorgée ou à toutes les
Je sais pas, moi, à chaque fois que je me donnais un point là, plus loin, ok, je vais prendre une gorgée rendue là. Donc, je me donnais des petits objectifs comme ça, ce qui faisait qu'au fur et à mesure, ben, je m'hydratais régulièrement, puis c'était correct. Quoi d'autre à penser? Ben, si t'es un peu comme moi, puis que t'es pas super sportif dans la vie en général, ben, ou que tu es en surpoids, puis que t'es pas sûr d'être capable de faire tout, euh, moi, je m'étais engagée une entraîneur, puis je me suis préparée environ, je pense que c'était à partir du mois de mars. Je me suis entraînée, puis le départ était fin juin. Donc, je suis partie le 28 juin. Et à partir du mois de mars, j'ai commencé à intégrer des marches. Au début, il y avait de la neige dehors. J'avais peur de me fouler une cheville un peu dans la glace ou ces choses-là. Fait que j'allais pas marcher dehors. J'allais marcher dans les centres commerciaux. Dans la grande région de Montréal, il y a plusieurs centres commerciaux. Donc, c'était plus facile. C'était un grand centre commercial. Donc, j'allais marcher à l'intérieur. Puis, au début, je faisais juste du temps. Je calculais pas mes distances. Je marchais une demi-heure. 30 minutes à marcher avec mes bottes, juste pour marcher. Puis éventuellement, puis c'était 2, 3 fois semaine. Puis là, au mois d'avril, j'ai commencé à calculer mon nombre de kilomètres l'heure. Donc là, après ça, j'ai commencé à dire, ben OK, je fais des 5 kilomètres. Et là, c'était 5 kilomètres. Je me rappelle plus si je faisais... Ouais, j'ai eu à un moment donné où je faisais 2,5 le matin, 2,5 le soir. Et ça donnait que l'école où je travaillais à cette époque-là, j'habitais en face. Et les élèves se préparaient à aller faire le défi Pierre Lavoie. Et il y avait des séances de course sur le bord de la rivière. Donc, c'était un 10 km qu'ils offraient, mais ils demandaient d'avoir des enseignants ou des membres du personnel qui allaient aller courir avec les élèves / marcher pour pouvoir surveiller et puis prévenir s'il y avait des accidents, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai donné mon nom. Je me suis dit, c'est une belle excuse, je vais aller marcher. Donc, je pense que je faisais l'entraînement avec eux 3 fois semaine. Puis le reste du temps, je le faisais toute seule. Fait que 3 fois semaine, je faisais du collège jusqu'au pont, c'est-à-dire un 7 km et demi à peu près, que je faisais aller-retour. Donc, oui, l'aller-retour faisait un 7 km et demi à peu près. Donc, je marchais ça, je me faisais dépasser par les élèves. Ils couraient, puis après ça, je les voyais tout revenir. Donc, je regardais lequel qui m'avait dépassé en dernier, lequel en s'en allant, puis lequel qui revenait en dernier pour être sûr que toute la gang revenait. Wow, il y a des bébites qui se promènent. Donc, je me suis entraînée comme ça. J'ai aussi de la musculation pour être sûre de ne pas me blesser. Alors, j'ai fait un entraînement à partir du mois de février. Puis plus j'avançais, mois de mai, juin, plus j'avais de la muscu tous les jours. Je marchais un 5 km tous les jours. J'ai poussé des 10 km le week-end, 2, 3 fois. Je pense que j'ai même marché un 15 km. Moi, j'avais des bâtons de marche. Là, ça dépend si vous voulez avoir des bâtons de marche, mais un must, là, avant de partir aussi, c'est de s'inscrire peut-être ou d'aller s'informer, soit auprès de la Tienda à Montréal, qui ont un site Internet extraordinaire, puis qui ont toutes les explications sur leur site Internet. Puis eux, ils offrent des marches un dimanche par mois, je pense, environ. Puis c'est intéressant, c'est le week-end, puis ça vaut la peine parce qu'après ça, il y a un repas commun aussi, donc il y a possibilité de s'inscrire, puis de payer le repas, puis de faire partie de la communauté parce que c'est une très belle communauté, les marcheurs de Compostelle qui marchent un peu partout à travers le monde aussi. Parce qu'il y a des chemins aussi au Québec. Il y a plusieurs chemins au Québec. Ils ne sont pas toujours très accessibles pour des gens plus jeunes. C'est souvent des gens un peu plus âgés parce que les temps de départ sont
plus juin quand c'est plus t'as pas le temps pour nous autres. Fin mai, tu sais, juin, on peut pas vraiment y aller. Donc voilà. Puis il y a des sentiers, il y en a un au Saguenay où on peut le faire par soi-même, là. Donc il y a des sentiers au Québec. Mais c'est pas aussi mythique. Puis c'est pas aussi ça revêt pas nécessairement la même magie, je pense. Mais là, ça, c'est une autre histoire. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, moi, j'irai voir avec la Tienda ou j'irai m'informer auprès de l'Association québécoise des pèlerins et amis du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je mettrai le lien en dessous. Ça vaut la peine parce que, bon, on peut avoir des sessions d'information sur comment se préparer, comment éviter les blessures, comment se réchauffer, etc., etc. Et aussi apprendre à connaître des gens qui vont aller faire le chemin peut-être en même temps que nous ou des gens qui l'ont déjà fait qui peuvent nous donner d'autres trucs qui peuvent être super intéressants par rapport au chemin. Donc, c'est deux organismes qui valent la peine de s'informer avant de partir. Comme je vous dis, c'est pas un voyage qu'on prépare comme un tout inclus dans le sud, là. Tu vas dormir à un endroit différent tous les soirs, puis ça se peut que tu ne saches pas c'est où tu vas dormir à tous les soirs, là. Il y en a qui réservent, mais ça implique que tu es obligé de marcher ce que tu t'étais dit dans la journée. Moi, ça m'allait pas faire ça. Moi, je préférais arrêter quand j'étais fatiguée, être à l'écoute de mon corps, être à l'écoute de mon esprit, puis vraiment y aller dans une optique où je me respectais totalement, puis j'apprenais à m'écouter moi. Et ça, c'est un apprentissage que j'avais décidé de faire, parce que tu peux décider ce que tu veux apprendre sur Compostelle. Puis Compostelle peut aussi t'imposer des apprentissages. Ça, c'est une autre vidéo.